beaucoup plus vite, d'où l'idée de mettre un FPGA derrière, mais surtout, on n'a pas de problème d'équilibrage entre la WAI, la WAQ, machin, c'est assez bien fait. Je pense que l'approche est saine. Après, il faut voir dans le détail les choix des composants, et là, honnêtement, j'ai pas d'avis, j'ai pas regardé. D'accord, mais... Oui. Oui, le coût d'un appareil comme ça, c'est combien par exemple? Mais bon, 1200 1300 euros. Et il le garantit 2 ans. En fait, c'est un. On garantit 2 ans. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, donc dans 3-4 ans, il est mort, on le jette, parce que là, mais ils sont en train de sortir un autre nouveau maintenant. Voilà. Oui. Non, parce que là, quand je vois la platine, Non, mais les taux de fiabilité des composants. le but du jeu, c'est pas de la réparer. C'est pas de la réparer, c'est poubelle. C'est bien d'accord. Non, mais on la répare pas. Non, on ne peut pas réparer. Mais par contre, c'est conçu pour être fabricable en volume à des coûts de production maîtrisés. C'est un autre débat. Je ne l'entrerai pas aujourd'hui. La rentabilité n'est pas la même. Mais enfin, la rentabilité, non, c'est mal dit. Les coûts de production ne sont pas les mêmes. En revanche, les frais d'ingénierie, à mon avis, sont beaucoup plus élevés. Oui, mais il faut quand même les amortir. Les mecs, on les paye. Oui, sur réserve qu'on en vende assez. On n'est pas très nombreux, hein, les OM. Je sais pas. Ok, j'arrête là-dessus. Alors, je vais parler en quelques slides, je surveille l'heure, de l'idée de dire pourquoi est-ce qu'on peut aussi, qu'est-ce qu'on peut faire avec plusieurs voies de réception. Vous avez des récepteurs SDR qui sortent de plus en plus avec 2 voies, enfin, 2 antennes. Bon, à quoi ça sert? Alors, en fait, il y a des techniques qu'on utilise dans les systèmes professionnels. Donc, je vais vous montrer 2 exemples, qui sont soit des filtrages, certaines formes de filtrage un peu exotiques, soit des systèmes de formation de faisceaux par le calcul. Je vais vous montrer concrètement l'exemple. Donc le premier exemple que vous connaissez sans doute, c'est le système de réduction de bruit, qui est utilisé par exemple dans les casques anti-bruit. Dans les casques anti-bruit, vous avez 2 micros, un qui écoute l'ambiance et un qui écoute le signal, enfin notre entrée, qui est le signal d'intérêt. Et l'idée, c'est qu'on va chercher à enlever du signal d'intérêt le bruit. D'accord? Donc on a en gros 2 voies, et l'idée, c'est qu'on va faire un calcul en temps réel qui va chercher à supprimer l'ambiance, le bruit. D'accord? Ça marche très bien. Si vous avez déjà utilisé un casque anti-bruit, c'est super efficace. En fait, il existe exactement la même chose pour des données RF. Vous imaginez que vous avez 2 antennes, donc ça se fait, hein, il y a des circuits analogiques qui permettent de le faire. Vous avez des boîtes magiques, il y en a une qui est vendue par, je ne sais plus qui, un américain qui font ça. Wedix, oui, je ne sais plus lequel. Donc en gros, vous avez votre récepteur à l'extérieur, vous avez un petit récepteur dans chaque, avec une antenne grande comme ça, et puis vous avez un bouton magique, et ça sert à annuler. Alors qu'est-ce que ça fait? L'idée, c'est que l'antenne qui est dans la maison, elle capte tout sauf le signal utile, le bruit, on va dire, les bruits électriques, le machin. On va chercher à l'injecter en inversion de phase, en opposition de phase, avec le signal qui arrive de l'antenne. On dit la somme des deux fait 0. Ça marche, dans certains cas, c'est pas simple, mais on y arrive. Et en fait, on peut faire des choses bien meilleures en traitement numérique. Donc avec 2 antennes, on peut faire un système de filtrage adaptatif. On va pouvoir le faire. C'est utilisé dans beaucoup de domaines, notamment en radioastronomie par exemple. On va chercher à enlever les contributions des radios qui sont autour pour avoir que le signal extraterrestre. Alors c'est utilisé dans les radars principalement aussi. L'idée c'est que typiquement on a quelque chose qui brouille, on va chercher à enlever le brouillard. Donc première solution, première idée, ça c'est pas mal, ça marche bien, c'est d'utiliser 2 voies pour faire de la réjection, pour améliorer en fait. L'idée c'est de pouvoir aller récupérer dans un DX, une station très faible, de façon avec du gain virtuel, en supprimant ce qui gêne. Première application. Deuxième application qui est assez intéressante, c'est de faire de la formation de faisceaux par le calcul. En gros, l'idée, c'est de dire, soit j'ai une antenne rotative, une grosse antenne décamétrique qui tourne, soit j'ai plein de petites antennes, avec une certaine disposition géométrique, et je vais combiner ces voies, en le faisant de façon intelligente, je vais pouvoir créer un faisceau virtuel dans une direction ou dans une autre. Donc là, en fait, je fais plus tourner les antennes. Elles ne tournent pas. Elles sont fixes. Il y a un truc connu dans le domaine amateur, c'est le Foursquare Array. Vous avez 4 antennes en carré, et en fonction de comment vous combinez les phases, vous arrivez à pointer dans une direction ou dans une autre. Alors vous imaginez que vous faites la même chose avec 4 récepteurs SDR par exemple, au lieu d'avoir un switch avec des lignes à retard, c'est par le calcul qu'on va combiner les signaux. Donc ça on peut le faire. Alors, là vous avez les 4 antennes en carré, et vous pouvez les aligner et faire des faisceaux qui pointent dans une direction ou dans une autre. Donc vous pouvez faire comme ça, grâce à cette technique, des antennes directives HF sans bouger d'antenne. Donc c'est un facteur d'acceptation à la maison, peut-être plus intéressant. Bon, il faut quand même les planter les antennes. Donc la première idée, c'est de pouvoir favoriser le diagramme de rayonnement dans une direction. Il y a aussi l'idée à l'inverse, c'est de faire un trou dans la direction qui nous embête. Et en fait, c'est beaucoup plus efficace.
Au lieu de former, on peut focaliser dans une direction, mais on peut aussi s'arranger pour faire un nul dans la direction qui ne nous intéresse pas. Donc typiquement, il y a une station super forte, italienne ou par exemple. Française. Non, mais il faut toujours dire du mal des gens qui sont loin, les amis qui sont juste à côté. On ne dit pas de mal. Voilà, donc. Suisse alors. J'ai dit les amis. Ça veut dire un Parisien? Oui, un Parisien. Bon, moi j'ai pas de bol, tu sais pourquoi, mais non, j'habite à 500 mètres du centre, non, 4 km 5 pardon, du centre d'écoute de la MFR, donc je trafique au cœur. Pas le choix. Donc on pourrait imaginer d'utiliser ça pour faire. Alors ça on utilise. Donc typiquement la première photo que je vous ai montrée avec plein de grosses antennes HF, c'est typiquement ce qu'on utilise. C'est le système de formation de faisceau. Les antennes sont pointées dans le sol, elles ne bougent pas, mais par formation de faisceau par le calcul, on peut pointer l'antenne virtuellement dans une direction ou une autre. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est très utilisé. Pour faire de la gonio. Pour faire de la gonio par exemple. Oui, pour faire de la gonio. Mais la gonio, le problème c'est que, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, le maximum, il faut beaucoup d'antennes pour que la gonio marche bien. Avec 4 voies, tu n'as pas beaucoup de résolution. En fait, avec 4 voies, par exemple, tu peux faire 3 nuls, 3 directs, 3 trous. Et les trous sont beaucoup plus forts que les max. Donc ça marche mieux pour rejeter des interférences que pour faire de la formation de faisceau. Il faut plus d'antennes. C'est le même problème. Ouais, on est bien en design. Ok, donc en gros l'idée c'est qu'on va voir apparaître de plus en plus, ce que je vais vous montrer c'est qu'on a de plus en plus de puissance de calcul, qu'on a des récepteurs SDR qui arrivent avec de plus en plus de voies, on peut commencer à imaginer des applications qui existent déjà dans le domaine professionnel, qui pourraient permettre de faire de la formation de faisceaux et de faire de l'antibrouillage, ou de faire ce genre de choses. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc je change complètement de sujet. Non? Je vais vous parler d'accès remote. Ah ouais, je vais vous parler d'accès remote. Alors, j'ai fait donc je vais être tout à fait honnête avec vous, ça c'est des dessins que j'ai piqués sur mon site commercial, donc je les ai remis quand même. Donc j'ai montré, en fait, l'idée ici c'est de montrer c'est quoi un accès remote. Il y a plusieurs façons d'apprendre l'accès remote. La première façon, qui n'est pas remote du tout, quoique, c'est d'avoir un câble USB très long. Bah, c'est remote. Entre l'antenne et l'oreille. Hein? Qu'est-ce que tu dis, Joël? Je l'avais pas vu comme ça, mais... Un grand câble USB, un grand coax, c'est du remote. Voilà. Donc, en gros, non mais juste pour dire, le truc classique, c'est l'antenne pas loin du PC, enfin, pas loin du récepteur. Et en gros, on a un câble physique qui va, un câble analogique de l'antenne au récepteur SDR, puis un câble numérique, en l'occurrence de l'USB, entre le récepteur et l'ordinateur. Ok? L'idée derrière ça, c'est de dire, bah, finalement, à partir du moment où les données, je les ai numérisées, on a vu qu'avant, on a parlé de traitement du signal, on a parlé d'échantillons. Finalement, ce que je manipule, c'est de l'information numérique, c'est des bits, des octets. Donc ces octets, je peux les faire aussi passer par un câble réseau. Un réseau informatique, vous allez sur Internet, ce que vous faites passer, ce qui passe entre le serveur web et votre ordinateur, c'est des octets. Donc c'est quoi la différence entre les deux? Ben, il n'y en a pas. Donc finalement, je pourrais avoir mon récepteur SDR, un machin, et puis des ordinateurs branchés par du réseau Ethernet, donc type câble ou type Wi-Fi. Et du coup, comme c'est du numérique, ben en fait l'analogique il est tout au bout. Là il y a de l'analogique entre le récepteur, entre l'antenne et le récepteur, et le reste c'est des données numériques, et elles passent par des supports différents, câble USB, câble réseau, machin. D'accord? Donc on est dans un cas où le câble il est, enfin tout est au même endroit, mais on peut aussi du coup utiliser également Internet, où en fait entre le poste client et le poste serveur, et le récepteur SDR, ben, on utilise Internet. Et c'est jamais la même chose, c'est un problème de réseau. Alors, en fait, oui et non, c'est la même chose, à une petite subtilité près, c'est le débit et les temps de latence. On va avoir l'occasion de parler plus précisément cet après-midi. Voilà. L'idée, c'est de dire que finalement, à partir du moment où on a une information sous forme numérique et qu'on a un bloc d'informations qui ne sont que des octets, tout moyen qui permet de transporter des octets permettrait de faire ce qu'il nous faut. Ok. Alors là, je vais être désagréable. Ça s'adresse aux Français uniquement, parce que je ne connais pas la législation en Suisse. Petit rappel réglementaire. Nul n'est censé ignorer la loi. Je suis désolé, je vais vous parler mal. Je l'ai mis en rouge parce que c'est pas une blague, parce que je me suis intéressé, enfin, il y en a quelqu'un dans la salle qui ont suivi mes débats sur le sujet. Donc moi, pour le savoir, enfin, j'ai payé à des avocats pour savoir, ça m'a coûté cher, en avocat. Non, très sérieusement. Il y a 3 articles dans le code pénal qui couvrent le sujet. Et c'est pas du tout une plaisanterie. Hein. J'ai pas mis les peines encourues,
mais vous pouvez aller regarder. 226-1, 2, 3, il y en a d'autres, code pénal. En fait, le fond du truc, c'est qu'il est strictement interdit d'accéder à des de rendre au public des informations à caractère personnel. C'est relativement peu, c'est basique. Donc concrètement, qu'est-ce que je ne peux pas faire? Concrètement, je ne peux pas écouter, numériser du signal d'un téléphone GSM, d'accord, et le rendre au public sur Internet. C'est interdit par la loi française. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas, je dis juste ce qui est autorisé et ce qui n'est pas. Ça n'est pas autorisé. En revanche, écouter la radio FM ou écouter des stations amateurs qui ne contiennent pas d'informations à caractère personnel, ça ne pose aucun problème, d'après la loi française. Si tu as des compléments, tu peux les apporter. C'est extrêmement important. Ne peuvent pas contenir de données à caractère personnel. C'est le truc clé. Donc, il faut faire attention. Oui. J'ajoute un truc aussi, la notion de stockage de l'information, qui elle rejoint à ce moment-là les réglementations notamment de la CNIL et de la loi de programmation militaire comme ça, qui est encore plus stricte encore. Et la notion de stockage dans la SDR, c'est quelque chose de très strict. Oui. En fait, ce qu'il faut retenir, en gros, soit c'est pour votre usage personnel. Vous êtes chez vous, c'est un réseau privé local. Vous avez le droit d'écouter ce que vous voulez, tant que vous ne divulguez pas l'information. J'ai dit écoutez. Ok? C'est la loi française. Là où vous commencez à avoir des soucis, c'est quand vous enregistrez. Stocker des informations. Si jamais dans ces informations-là, il y a des informations à caractère privé, vous allez me dire si c'est de la émission amateur, il n'y en a pas, je suis d'accord, c'est interdit. Deuxièmement, rendre accessible librement, sans contrôle, à un tiers que vous ne connaissez pas l'accès à ce truc-là, c'est interdit. Donc concrètement, et je suis désolé, je vais être désagréable, mettre un web SDR en ligne en permettant d'écouter, par exemple, les avions, c'est strictement interdit. Vous avez le droit de le faire, vous risquez sans doute rien, j'en sais rien, simplement, quand vous avez le droit, vous pouvez le faire, en revanche, c'est interdit par la loi française. Je m'arrête là sur le sujet, vous faites ce que vous voulez, vous êtes des grands, mais il y a 3 articles, et la loi est très stricte. Pendant qu'on parle de ça, il y a des amateurs qui sont polarisés et passionnés par l'écoute des différentes stations qu'on peut trouver sur le spectre onde courte. Ces gens-là ne diffusent pas ce qu'ils entendent, mais ils indiquent qui émet et sur quelle fréquence. Alors, si l'information d'identification de la station est une information publique, à mon avis, je ne suis pas un expert, à mon avis, il n'y a pas de risque. Le problème, c'est l'information à caractère personnel. Donc, typiquement, service radio, ça n'existe plus, mais communication entre la Terre et les bateaux, j'enregistre le commandant machin qui parle avec sa femme. Information à caractère personnel. Si c'est pour moi que je l'écoute avec mon récepteur décamétrique, il parle en HF, c'est pas crypté. C'est son problème. Moi, j'ai le droit d'entendre. En revanche, je l'enregistre, je diffuse en MP3 sur Internet ce que j'ai écouté, je me mets des problèmes sur le dos. Hein. Alors, vous allez dire, on s'en fout. Oui, on s'en fout. On est juste en état d'urgence. Je ne veux pas plomber l'ambiance. Hein. Je veux juste attirer votre attention. En Suisse, c'est aussi interdit. Je ne connais pas la réglementation. Je veux pas... C'est pour ça que j'ai précisé, sachant qu'on aurait nos voisins qui seraient avec nous, réglementation française. Je cherche, c'est pas pour faire du dramatique, c'est juste attirer votre attention, parce que c'est un truc dans lequel on oublie, on dit ouais, mais c'est libre, on fait ce qu'on veut. Non, non. On ne fait pas ce qu'on veut. Après, donc ça, et vous savez aussi que les gens qui mettent l'hébergement de données sur Internet, l'hébergeur est pénalement responsable du contenu. Okay, donc vous mettez un récepteur web SDR chez vous, vous ouvrez à tout, à n'importe qui, vous prenez un risque. Mais sauf si vous mettez un récepteur sur des bandes amateurs, il n'y a aucun problème. Bande amateur, par définition, pas d'information à caractère privé. Donc c'est interdit par le règlement radio. Donc c'est réglé. Oui. Mais si on met un récepteur online, il y en a par exemple un grand récepteur dans l'Est des Pays-Bas qui est vraiment très large bande. Il n'est pas en France. Non, bien sûr, mais je veux dire, ils émettent juste un flux et donc ils n'enregistrent pas. C'est en effet à celui qui est à l'autre bout. Alors c'est un grand débat. Alors très honnêtement, c'est un grand débat. Je vais prendre. Alors je peux essayer. On va pas parce que ça va sortir du cadre de la discussion, mais je veux juste poser les grandes bases. Le problème derrière ce que tu dis, l'idée c'est la suivante. Tuer quelqu'un, c'est interdit. Fabriquer un pistolet, c'est autorisé. Non, mais je vais jusqu'au bout du truc. Il y a un truc qui s'appelle le permis de port d'armes. Détenir une arme, il faut un permis. Le texte français dit que la détention, le texte est très clair, je ne l'ai pas détaillé, hein. Le texte dit que la fabrication, la détention d'un moyen permettant d'enregistrer des données à caractère personnel est interdit. C'est-à-dire que même si tu ne l'utilises pas, en France c'est passible de poursuite.
Exactement. Alors, oui, je voudrais simplement ajouter. Ouais, je voudrais rajouter un truc. L'application du 226.3 commence à devenir de plus en plus drastique. Il n'y a pas longtemps, j'ai un copain qui travaille pour une entreprise spécialisée dans le domaine de l'expérimentation radio, la recherche, etc. Il développe des SDR, c'est les gars qui ont développé Gaspard, le système de télécollecte d'informations. On leur a fait signer un 226.3 parce qu'ils achetaient un analyseur de spectre. Alors, juste pour boucler là-dessus, donc typiquement, quand vous achetez des analyseurs de réseau haut de gamme, analyseurs de spectre haut de gamme, ils sont vendus avec des logiciels qui vous permettent, enfin, sont disponibles des logiciels qui vous permettent de décoder, par exemple, les modulations numériques type téléphone. Oui, non, mais quel que soit le prix, de toute façon, vous ne pouvez pas l'acheter. Je vous mets à l'aise. Si vous l'achetez, on va vous demander de délivrer le papier. Article numéro tant, il faut être autorisé par le Premier ministre pour détenir ce genre d'équipement. Il vous faut une autorisation signée du Premier ministre en France. Donc vous pouvez toujours essayer de l'acheter, même si vous avez l'argent payé chez Rodé Schwartz, cache le truc. La question c'est est-ce que vous avez l'autorisation? Vous ne l'avez pas. Désolé monsieur. Il faut l'acheter en Suisse. Ah oui, le distributeur, il ne peut pas le vendre. Il peut pas le vendre. Sinon, il s'expose, s'il le fait en France, s'il le fait en France et qu'il le vend, il s'expose à de la prison ferme. Non, mais c'est très contrôlé. Bref, donc je passe le sujet. Vous téléchargerez les planches, vous verrez les références au code. J'avance. Donc simplement pour vous expliquer comment ça fonctionne un WebSDR. D'accord? Si vous vous souvenez ce qu'on a raconté sur les histoires de récepteurs SD, enfin de logiciels SDR, vous avez un truc qui fait de la transformée de Fourier pour vous afficher un waterfall, et un truc qui vous démodule l'audio, et qui vous fait l'affichage, enfin qui vous permet d'écouter la bande démodulée. Dans un WebSDR, c'est exactement la même chose. La seule petite différence, c'est qu'il y a toute une partie du système qui est dans le serveur. Okay. Donc en fait, qu'est-ce qui passe entre le serveur et votre ordinateur, enfin, le navigateur web que vous utilisez, c'est de l'audio et de l'image. L'image, c'est une image qui est rafraîchie périodiquement. Alors, il y a différentes approches, suivant si vous prenez un WebSDR ou un OpenWebRx, X, Y ou Z, vous avez différentes techniques, mais en gros, c'est une image qui se rafraîchit périodiquement, qui est la transformée de Fourier du signal. Okay, c'est toujours la même chose. Sauf que quand vous êtes sur un logiciel type HDSDR, c'est affiché directement sur votre écran. Dans l'autre cas, c'est une image qui est mise sur un serveur web. Et c'est le même principe. Et ensuite, au niveau de l'audio, la différence de fond, c'est que l'audio, pour minimiser le débit, l'audio est encodé en MP3, un flux audio MP3. Donc ça permet d'avoir un taux de compression assez important, de réduire la bande, et ce qui va permettre de faire passer dans un tuyau avec une bande passante ou des temps de latence un peu réduits, va vous permettre de faire passer l'audio. Donc vous allez avoir d'un côté l'affichage du spectre qui est sur le site web, qui est affiché sous forme d'image, de l'autre côté la bande audio qui est transmise sous forme d'un flux MP3 encodé avec un taux de compression variable. Donc vous avez toujours le même système, c'est-à-dire que vous avez toute la part, tout le récepteur est sur le serveur, et ce qui vous envoie c'est deux informations différentes, une image et du son, démodulé. Okay, donc ce que vous recevez, c'est le signal après la démodulation. C'est clair? Mais quand on a plusieurs utilisateurs en même temps. Oui. Il y a plusieurs récepteurs en même temps. Il y a plusieurs récepteurs. Oui, il y a plusieurs récepteurs en même temps. Donc, sauf le waterfall, c'est le même pour tout le monde. Mais par contre, l'audio, comme tu vas écouter une sous-bande, tu vas avoir la partie VFO, filtre passe-bande, des modulateurs spécifiques à chaque utilisateur. Donc tu vas te retrouver avec cette branche-là, qui va être dupliquée. La partie je fais une sous-bande, je fais une filtre-FIR, je fais la démodulation, il y en a un par utilisateur. C'est pour ça que sur des ordinateurs de faible puissance, type Raspberry Pi, tu mets un WebSDR, tu ne peux pas mettre beaucoup d'utilisateurs parce qu'il fait un process de calcul par personne. Alors ça dépend de la fréquence. C'est une image JPEG compressée, je sais pas. C'est pas très commun. Ouais, c'est pas très commun. Alors, moi je vais vous parler assez brièvement, mais on aura le temps d'en parler cet après-midi si ça vous intéresse. Je vais vous parler de l'approche que j'ai prise moi, et là je vais faire de la promo 2 minutes. Donc évidemment l'idée c'est la même chose. Hein, l'idée, donc là ce qu'il faut retenir, c'est que sur l'approche WebSDR, ce qui passe dans le réseau, c'est un signal post-modulation. C'est-à-dire qu'il est déjà démodulé. Ce qui passe dans la connexion, c'est simplement, ça permet d'utiliser les codecs MP3 et donc d'avoir un truc très optimisé. Et donc ça permet d'écouter même avec une bande passante très restreinte, d'avoir une qualité audio suffisante, confortable, on va dire. C'est exactement le même principe. Après, ce qui va changer entre les différentes façons de... Il y a la qualité du code. OpenWebRx, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris
des briques logicielles tout faites, des logiciels tout faits qui font la démodulation, la réduction de bande. Et il a fait un système de je prends la sortie du premier et je l'envoie dans le deuxième. Donc c'est assez astucieux. Après, au niveau perf, il faudrait regarder. C'est assez astucieux. Il a fait un truc qui est assez malin, en fait. Alors, donc dans l'approche que moi j'ai proposé, que je propose, bon, simplement, je vais aller assez vite, j'ai pas 50 slides sur le sujet, c'est pas l'idée. C'est que je ne fais pas de démodulation, c'est-à-dire que la démodulation est faite sur le poste client. Donc ce qui transite par le réseau, c'est les données brutes IQ. Simplement, je réduis la bande. Donc si vous numérisez 10 mégas de bande, donc je coupe avant. C'est-à-dire qu'en fait, la partie traitement, elle est déportée. Donc ça a des avantages et des inconvénients, c'est pas la même façon de faire. Donc l'idée de ce que je propose, et je vous ferai une démo cet après-midi, c'est qu'il y a en gros un serveur d'un côté qui permet de gérer N récepteurs SDR différents, donc des clés, pour faire court, on en met plein. Et en gros, à distance, on va choisir sur quel client on se connecte. En gros, vous imaginez que vous avez étendu le câble USB par le réseau Internet. C'est plus compliqué que ça, évidemment, mais c'est le principe. Donc le système va permettre de faire passer un flux de données brutes, non démodulées, dans le réseau. Donc ça permet de faire des traitements déportés. C'est pas la même. L'idée d'avoir 1 gigabit par seconde. On peut paramétrer la largeur de bande qu'on veut faire passer. Ça va dépendre de la qualité du réseau. En fait, quand on est dans ce cas-là, ce qui passe, c'est de l'audio, c'est de la bande audio. Donc c'est 4 ou 5 kHz. Et c'est pas plus. Enfin, on peut l'élargir, mais c'est limité à de la bande audio. Dans le cas que j'ai choisi moi, je fais passer les données brutes. Donc je fais passer, ça dépend de la qualité du réseau, tout ce qui peut passer par le réseau. Donc c'est fait dans la pratique. Je fais une sous-bande et je vous montrerai plus en détail. Mais genre sur le 2 mégas de la bande 2 mètres. Tu choisis combien tu choisis ce que tu veux. Tu dis je veux 100 kg. Ouais. Je passe les 100 kg. Oui. Donc là, avec ton système, est-ce que tu peux instancier, enfin, tu peux avoir plusieurs instances et puis oui. avoir plusieurs utilisateurs en même temps. Flux directif, par oui. exemple. Alors oui et non. Alors là, ce que mon système permet de faire, c'est d'utiliser d'avoir un seul flux. En fait, fais les deux. C'est-à-dire que soit tu dis j'ai un récepteur qui prend 10 mégas, exemple concret, tu mets un récepteur 10 mégas de bande en HF. Donc tu vas le recevoir de 7 mégas à 17 mégas par exemple. Et tu peux te dire j'ai 5 utilisateurs, il y en a un qui écoute le 7 mégas, l'autre qui écoute le 14, complètement indépendants. Ils font ce qu'ils veulent, c'est transparent. Par contre, tu ne fais pas passer les 10 mégas de bande. Dans le réseau, ça ne marche pas. Tu es obligé de prendre une seconde. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai géré les données multi-utilisateurs, l'aspect multi-utilisateur. Et accessoirement aussi, surtout, dans ce que j'ai fait, j'ai mis l'accent sur l'aspect réglementaire. C'est simplement parce que moi je vise des applications amateurs certes, mais pas seulement. Et si je respecte pas la loi, je vais avoir du mal à le vendre à l'État. Faire court. Ça va être compliqué. Voilà. Donc l'idée c'est de partager. Donc en gros, ce que je vous montrerai cet après-midi, c'est un moyen qui permet de partager un récepteur SDR vers plusieurs utilisateurs de façon simultanée. Après, on peut du même récepteur, même poste client, recevoir des flux qui proviennent de plusieurs sources différentes. Et si on veut utiliser ça pour faire de la formation de faisceaux ou autre, il y a un souci, c'est qu'il faut que ces récepteurs soient cohérents. Il faut que les échantillonnages soient faits en même temps. Et là, ça suppose des investissements au niveau des récepteurs qui ne sont pas forcément faciles avec des récepteurs bas de gamme. Parce qu'il faut les synchroniser. Et donc, il y a un coût de synchro qui n'est pas négligeable. Donc, c'est pas forcément raisonnable de façon simple. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on a un logiciel serveur, un logiciel client, et qu'on fait passer les données entre les deux. Donc, en gros, pour faire un petit résumé, assez rapidement, il y a en gros deux grandes approches. La première approche qui est de dire, pour l'aspect remote, c'est pas pour me différencier, c'est juste pour que les choses soient, pour résumer l'idée. L'idée, c'est que dans un cas, le client web vous permet, fait passer les données post-modulation, après les stages de modulation. C'est pour ça que sur le web OpenWebRx ou sur WebSDR, vous devez choisir la modulation à l'écran. Vous dites j'écoute de l'AM ou j'écoute de l'FM, ou j'écoute, puisque le process de démodulation est fait à distance. Et ce que vous recevez, c'est les données démodulées. Dans beaucoup de cas de figure, ça suffit, évidemment. Et dans l'approche que moi j'ai retenue, c'est je ne fais pas la démodulation. La démodulation est faite sur le client. Donc le même flux. Donc en gros, dans un cas, si j'ai deux personnes qui écoutent la même bande, un qui écoute de l'AM et l'autre qui écoute de l'FM, si c'était possible sur la même bande, il faudrait 2 étages de modulation. De démodulation sur le serveur. Parce qu'il faudrait que je décode en FM d'un côté pour envoyer la première, que je décode en AM pour envoyer la deuxième. Dans l'autre cas, c'est le même flux qui est envoyé 2 fois, et la démodulation est faite à distance. Les deux ont des avantages et des inconvénients, c'est pas pour faire la même chose. Au niveau légal, il n'y a pas de différence, si ? Non, il n'y a aucune différence. D'accord, donc ton approche de départ, elle a un lien avec ça, avec les deux modes ? Oui.
je l'ai mis là, c'est que mon système, tu ne peux écouter que les mondes amateurs. Entre autres. Non, pas seulement, c'est crypté. Enfin, voilà. Mais je veux pas trop détailler là, c'est juste pour vous en parler, et on parlera tout à l'heure de l'organisation. On fera un atelier là-dessus cet après-midi pour vous montrer dans le détail. En fait, le problème de fond, c'est qu'il faut... Vous pouvez donner l'accès à des OM, par exemple. Concrètement, tu mets un système en place pour écouter des bandes amateurs. À la limite, tout le monde peut écouter. Bon, maintenant, l'idée, c'est qu'il faut que tu maîtrises à qui tu donnes l'accès. Il ne faut pas que ce soit un accès public, en fait. Le fond du problème, il est là. C'est libre, accessible à tout le monde. Il faut un système de mot de passe, pour faire court. Donc moi, ce que j'ai rajouté, c'est des mécanismes qui permettent de limiter l'accès qui n'est pas public. Mais je ne dis pas que c'est mon approche est meilleure, hein, je dis juste que l'approche est différente. C'est-à-dire qu'en gros, dans ce que j'ai développé, c'est un moyen qui permet de protéger l'accès. Il y a un système de clé publique, clé privée, il faut que la personne ait la clé. Si elle n'a pas la clé, elle ne peut pas accéder au système. Même si c'est un amateur. Même si c'est un amateur. Il faut la clé. Si tu n'as pas la clé, tu ne peux pas te connecter. C'est impossible. C'est un moyen, c'est-à-dire que alors c'est pas le flux qui est crypté, les données ne sont pas cryptées, c'est la demande, c'est la commande. C'est-à-dire qu'en gros, toi, tu vas paramétrer le système pour dire j'écoute de 144 à 146, par exemple. Tu veux pas qu'il y ait un petit malin qui te dise non, moi je vais écouter 900 mégas. Bon, bah, tu peux bloquer. Ça ne te dit pas que toi tu ne peux pas le faire. C'est ta responsabilité. Voilà, il y a une petite différence. C'est aussi pour éviter, pour maîtriser ce qui se passe, en fait. Voilà. Donc, alors, accessoirement, donc, dans les fonctions que je propose, il n'y a évidemment pas de modèle de fonctionnalité de décodage des protocoles de télécom. Si vous voulez le faire, c'est votre problème, c'est pas le mien. Voilà, j'arrête là, j'ai tenu le timing. Je vais passer la parole à Jean-Louis, je crois qu'il voulait faire quelques compléments. Non, c'est juste pour vous donner un petit peu la suite du programme. Merci à tous. Je vais dire qu'il a non seulement tenu le timing, mais le contenu, donc... c'est de... Bien, alors, la suite.